Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, actu particulièrement chargé au lendemain d'Ares Fighting Championship Volume 7. L'événement qui a fait le plus de bruit sur la jeune histoire d'Ares Fighting. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Fernand? Déjà, bonjour, hein, j'espère que ça va. Moi, je vais bien, très bien. Et toi, ça va? Ça va très bien. Alors, globalement, toi, que retiens-tu de cet événement-là? euh, Full packed. Donc, on avait une salle comble. On avait euh, très bien, très bonne ambiance générale. Salle archi électrique. Les grands noms étaient au rendez-vous et avec eux, le public qui va avec. Donc, du coup, grosse, ouais, un bon public, bonne approche. Euh, Comme d'habitude, beaucoup de soutien du monde extra sportif, le monde du cinéma, de la musique et tout ça. Les gens négligent ça, mais ça développe beaucoup le sport. Le fait d'avoir des personnes qui viennent de d'autres niches, voilà, de d'autres faits sportifs, du coup, il y a des crosses qui développent pas mal. On a toujours, quasiment tout le temps, des gens qui viennent découvrir cette discipline et c'est bien. Et puis, euh, de beaux combats. Hum, J'ai pas beaucoup été comment dire, excité ou galvanisé par le premier combat de la soirée. Il a démarré mou, ouais, Mhm. voilà, ça n'a pas été terrible. C'était un combat de poids lourd. On l'avait mis là, ce combat-là, pour qu'il chauffe la salle et qu'il démarre fort. Et effectivement, dès la première seconde d'arrêt 7, dès le premier combat, la salle était déjà blindée. Donc, du coup, il y avait déjà du monde et tout. C'était archi intéressant. Maintenant, ça n'a pas démarré fort, hein, mais ensuite, ça s'est rattrapé avec le premier combat qui m'a mis le feu, moi, c'était le combat de Ibrahim Mané. Ok. Parce que tu t'attendais pas à une telle performance de sa part, c'est ça? Ouais, Ouais, et c'était impressionnant ce qu'il a fait. c'est fou. C'est fou d'avoir des gens qui sont capables de respecter le protocole le protocole de retour à, à leur, à leur rôle d'être striker, tu vois. Ça, moi, ça m'impressionne toujours. C'est Ibrahim Mané, il arrive au sol, dans la foulée, il sait quoi faire. C'est automatique, c'est organisé. Boum, je m'assois, je pose un coup de par terre, je pose ma main par terre, je tire mon dos vers la cage, je m'adosse, je fais le wall walk, je remonte, je squatte, je mets un bras dessous, l'aisselle, et ensuite, je suis face à lui, je fais un pivot, je ressors et je redeviens le prédateur. Je mets la pression, je mets le lutteur contre le mur, et c'est un combat de folie puisque son adversaire, gros lutteur, ça a attaqué tout de suite avec des feintes de lutte, avec overhand et tout. Gros combat. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé sur tous les plans. C'était une très belle opposition. Donc, voilà le premier combat qui m'a grave hypé. Ensuite, il y a eu le combat féminin Mhm. de la Polonaise contre la Russe, Evelyne Complètement. Wozniak. Contre Fiona, je crois. C'était pas mal aussi. Gros combat. Vu l'expérience de la Russe, je m'attendais pas à une telle finition. Donc, c'est un très bon retour de la part d'Evelina Vosnia qui s'était fait battre par la veuve noire qui est Silva. maintenant à l'UFC, voilà, qui est maintenant signée pour le contender série. Donc, gros retour. C'était un combat de très haut niveau. Ensuite, j'ai aimé le combat des poids lourds. Ok. Vraiment, entre Slim Trabelsi et euh, Luis Enrique. Très compliqué d'avoir des lourds qui sont capables d'apporter un niveau de combat comme ça. C'était génial. C'était vraiment fantastique. Et Slim, dont tu parles Euh, depuis très très longtemps, est-ce que pour toi, il a la hauteur on va dire, du potentiel sportif que t'envisageais il y a quoi, il y a 5 ans maintenant, c'est ça? Absolument, Ouais. absolument. Attends, le gars a 3 combats.
3 combats. Il a battu un mec qui a combien? Je sais pas, il doit avoir une trentaine de combats, Luis Enrique. Le Pas mec... tant que ça, oui, il a 13-8, je crois, chez les pros. Chez les pros. Ah bon? Ouais, ouais. Ok. Et le mec a juste... Enfin, le mec a fait son premier combat à l'UFC en 2015 contre Francis Ngannou, quoi. Et donc, si tu veux, il n'y est pas allé de mon mode, il a envoyé des bouches d'égout, il a touché fort, c'était, voilà quoi. C'était rare d'avoir comment on appelle ça, un PES, un rythme de ce genre. Le rythme a été très, très soutenu pour des personnes qui pèsent 120 kilos. Très soutenu comme rythme, avec des sprawls, de la lutte, des double legs, des changements de niveau, de la boxe, enfin, waouh! C'était ultra, ultra agressif, ultra technique. C'est rare chez les poids lourds, cette technicité. C'est rare ce niveau d'endurance. Moi, j'ai noté ce combat, il m'a beaucoup plu. Et avant ce combat, il y avait un autre combat poids lourd entre Kirill et Gaziev. Donc Kirill, pour toi, tu le voyais comme le finalement futur. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Absolument. Kirill a perdu contre Shamil Gaziev, un combattant qui vient du Bahreïn, qui a fait une performance, bonne performance. Je ne veux pas dire exceptionnelle parce que ce n'était pas beau à voir. C'était maîtrisé. Efficace. Ouais. Voilà, il a contrôlé son combat, il a lutté, il a contrôlé, il a fait un peu de ground and pound, il a gagné tranquillement. Il m'a taquiné en demandant le bonus, mais il était très très loin d'avoir gagné un bonus. Mais ouais, c'était bien, c'était une bonne performance. On l'a appelé, il n'a pas eu peur. Il avait 7 combats, il a affronté un mec qui avait 14 combats, avec 13 victoires et un no contest. Il n'a pas reculé une seule seconde, il est allé jusqu'au bout. Et il a fait ce qu'il a fait à faire, il a gagné le combat. Donc, encore une fois de plus, le ressort des poids lourds, il devient très sérieux. On peut déjà commencer à faire un classement clair du ressort des poids lourds. Ah oui, et les deux sont signés chez AS pour plusieurs combats. Enfin, c'est 4 combats, c'est ça. Ok. C'est ça. D'accord. Et ben très bien. Et il y avait aussi ce fameux combat entre Amin Ayoub et Damien Lapillus. Moi, ce que j'ai aimé, donc sportivement sur le choc, c'est vrai que c'est toujours compliqué quand il y a un combat qui est aussi attendu que ça, qui soit à la hauteur des attentes et qu'il aille même au-delà des attentes. Déjà, l'ambiance, c'était un truc de malade des deux côtés, aussi bien côté nantais pour Amin Ayoub que côté Damien Lapillus. Et malheureusement, il y a cet épilogue-là où il y a eu beaucoup de polémiques. Et aujourd'hui, donc RS Fighting a communiqué là-dessus, donc il y a une vraie grosse et grave blessure pour Amin Ayoub qui lui avait pas communiqué sur le sujet. J'ai plus le nom exact, c'est toi l'expert à ce sujet-là, mais en gros il devrait avoir une grosse absence prolongée entre 6 et 9 mois selon les réseaux sociaux d'RS Fighting. C'est compliqué. Alors déjà gros combat parce que Amin Ayoub a fait le taf, il a vendu le combat dès le début. Ouais. Moi, je trouve que son call-out sur Damien était respectueux, était poli, il n'y a rien eu de déplacé, il n'y a pas eu de manque de... Voilà, j'ai trouvé ça correct et propre. Donc, j'ai beaucoup aimé parce que, bon, les promoteurs sportifs, quoi, il faut que ça non, puis ça fait du bien au sport, c'est ça, exactement. Il ne peut pas y avoir que du sport. C'est ça. Et donc, du coup, c'était bien. Damien a répondu, mais ensuite, ça n'a pas pu continuer parce que Damien est entré dans un mode perso où il ne voulait même plus discuter avec. Il s'est mis dans sa bulle pour ne pas tout mélanger. Bon, voilà. Mais voilà, les deux ont été présents. Ils se sont présentés à la pesée. Ils se sont échangés des mots. C'était encore bien. Interview après pesée. Damien dit, écoute, je voulais lui faire comprendre qu'il m'a cherché, il va me trouver. De l'autre côté, Amin Ayoub dit, écoute, je sais pas, il m'a raconté sa vie, mais ça sert à rien, on va se croiser demain de toute façon. Moi, j'ai trouvé ça stylé. Le combat commence, les deux se tiennent tête, très belle anglaise des deux côtés. Amin Ayoub boxe très bien, Damien touche un peu plus, avec précision. Amin, il met une grosse pression. Damien est sur les cordes, il ne le lâche pas, il est dessus, il met une grosse pression. C'était un beau combat. J'ai aimé le combat jusqu'à ce moment-là où il y a ce 1-1-2 de la part de Damien où Amin se met à nettoyer son œil. Genre, il a
il a du sang dans l'œil ou un truc, tu vois. Et donc, du coup, Damien, à ce moment-là, un bon momentum où il accélère et tout. Boum, fin du round. Le médecin se précipite dessus, examine et déclare que le combat doit s'arrêter. Et là, ça se complique. C'est là où tout le drama arrive. Ah, mais j'étais dégoûté. Enfin, tout le monde était dégoûté. T'étais dégoûté aussi, tout le monde était Oui, dégoûté. oui, 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 ça va de soi qu'on est dégoûté. Mais ce sur quoi on a un devoir moral, les médias, les experts, les entraîneurs, les combattants, c'est de continuer à rester très objectif, très honnête, pour qu'on puisse permettre aux professionnels de travailler. On a eu la décision de l'arbitre qui était extrêmement huée, Damien Lapellus qui était extrêmement hué par les personnes de chez Amine et extrêmement applaudi par les personnes de Paname, de chez Damien. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je te jure, c'est lassant, c'est fatigant. Dans le sens où je me disais, il faut faire quelque chose, quoi. Je Alors, à ce sujet-là, moi, je pense que ce qui a causé, à mon avis, tu vois, parce que j'ai déjà vu plusieurs combats, tu vois, qui étaient arrêtés sur des blessures. Donc là, finalement, le verdict pour notre cher Amin Ayoub, alors je vais le donner parce que c'est vrai que c'est une blessure qu'on ne voit pas tous les jours. Donc il souffre, ouais, bah, c'est une fracture du plancher de l'orbite avec incarcération du muscle oculomoteur. Donc quelque chose de très compliqué pour lui. Et c'est vrai que visuellement, on va dire, tu vois, par rapport à ce qui s'était passé, par exemple, au Billy Joe Saunders, Canelo Alvarez, ou d'autres fois où ça peut arriver en cours de combat, bah il y a tout simplement l'œil qui est complètement fermé. Et je pense que c'est ce qui a causé, à mon avis, l'incompréhension pour une bonne partie du public et des commentateurs, dont nous, et puis des observateurs, c'est de voir que Amin Ayoub avait toujours l'œil qui était ouvert et donc que finalement, en soi, il était sur le papier, en tout cas. Vas-y, vas-y. Mais parce que les deux n'ont rien à voir. Avoir un œil fermé, on peut avoir un œil complètement fermé parce qu'on a un coca dessus et ne pas avoir du tout de fracture. Et on peut avoir un œil qui est complètement clair où on voit tout. Et on voit d'ailleurs les symptômes qu'on demande aux personnes qui ont pris un grand coup ici sur la joue et la tempe, c'est de passer les mains sur la peau et voir si on a une sensation sourde, si on a une déperdition de sensation. En gros, le pire des cas, c'est qu'il y ait dans le bout de chair qui est entre les deux os coincés, qu'il y ait un nerf qui passe dessus et que du coup, on ne ressentait plus avec la même précision. Et ça, c'est un mauvais signe qui nécessite très rapidement une opération. C'est un cas qu'on a déjà eu avec, comment il s'appelle, Morgan Charrière. Complètement. C'est un cas qu'on a déjà eu avec Diego. C'est un lutteur qui était voué à une bonne carrière de MMA jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Michael Lebois à l'entraînement. Et ça s'est mal passé. À l'époque, il a perdu, on lui a mis une plaque. À la place de la joue, on lui a collé une plaque dessus et qui l'a définitivement mis hors de possibilité de pouvoir combattre. Donc, ça peut être archi grave. Ça peut, si le nerf optique est pincé très longtemps ou très fortement, on pourrait perdre un œil, perdre la vision. C'est même dangereux, pour tout vous dire, c'est dangereux de prendre l'avion avec une fracture de ce genre, parce que la pression atmosphérique et tout pourrait jouer dessus, pourrait abîmer ou aggraver les en question. Et donc, on a un médecin qui, pour moi, nous, la communauté des MMA, on lui doit des excuses. C'est important, c'est très important de comprendre que quand on se voit, nous, les athlètes, les combattants, tout le monde du milieu, on ne donne pas une vie, on ne rend pas, on n'humanise pas ces personnes qui sont de l'autre côté. Nous, on est là, on est chez nous, on est bien, on dit, oh, elle devrait être vétérinaire, c'est pas possible, elle ne connaît rien du sport. Oh, c'est pas possible, comment elle peut arrêter un combat comme ça? Il y a un être humain derrière ça. Il y a un être humain qui a fait son boulot comme lui demande la loi. La loi, le code du sport, lui confère le pouvoir
régalien. Souvent. Ça veut dire que la personne la plus autoritaire dans la salle du Dôme de Paris ce jour-là, c'est le médecin quand il s'agit du combat. La personne au-dessus de tout. Si l'arbitre dit le combat continue et qu'un médecin dit le combat s'arrête, le combat s'arrête. C'est ce que prévoient les textes de loi. Si l'arbitre dit, si moi, le président d'ARES, je dis le combat continue et que le médecin dit le combat s'arrête, le combat s'arrête. Ce n'est pas un hasard. La ligne, la délégation de pouvoir de l'État vers la fédération prévoit qu'il y ait quelqu'un qui protège les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on souffre le plus depuis qu'on a les mots M-A-U-X, depuis qu'on a les mots sur le MMA français, ce dont on souffre le plus, c'est l'ignorance. C'est vraiment ça la clé. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'il y a comme problème, c'est l'ignorance et la mauvaise source d'information. Dorénavant, n'importe qui dit n'importe quoi sans vérifier, sans calculer. Il n'y a plus... voilà quoi. Et ça va dans tous les sens. Et donc, on déclare des choses, ensuite on se rend compte que c'est très tard. La dame vient, elle vérifie le regard, elle vérifie ce qu'il y a, elle touche, elle parle, elle fait, elle applique ce qu'elle a appris. C'est un médecin. Elle dit le combat s'arrête. On crie au scandale. Ok, pas grave. C'est facile de crier au scandale puisqu'on va trouver toujours la faute à quelqu'un. Il y a toujours la faute à quelqu'un. Et cette personne n'est pas très loin. C'est Bibi. Quand il y a la faute à quelqu'un, en général, c'est moi qui aurais embauché un médecin et m'arranger avec le médecin pour qu'il arrête des combats. Je ne la connaissais même pas, la dame. Non, puis surtout, puis ce qu'on vient de dire par rapport à ça, je pense que vraiment, à mon avis, les gens étaient vraiment frustrés du combat, et ce qui est très important de dire quand même, parce que j'ai vu, enfin, personnellement, moi je pense que la théorie de t'as payé le médecin pour que ce soit Damien qui gagne, je pense que les personnes qui ont cette théorie-là, c'est vraiment des personnes mal intentionnées et malhonnêtes, dans le sens où Damien gagnait le premier round, donc c'est pas, il avait même pas besoin de toi pour faire ce qu'il avait à faire dans le combat. C'est plus, à mon avis, au global, les gens qui sont frustrés de se dire c'est la fin du combat, type Nate Diaz contre Jorge Masvidal, où tout le monde voulait voir la suite. Mais du coup, comme je dis encore, moi je pensais que ça va de soi. Je pensais vraiment que ça va de soi que les gens comprennent que quand tu as une organisation qui se veut une bonne organisation, tu n'as pas la main dessus. Je pense que les gens qu'on a comme public, ce sont des personnes qui regardent l'UFC tous les week-ends et qui se rendent compte que Dana White, comme le public, peste souvent en disant c'est dommage, je ne comprends pas qu'on ait arrêté le combat, ou c'est dommage, je ne comprends pas qu'on ait laissé couler le combat. Il n'a pas la main dessus. On n'a pas la main dessus. Je n'ai pas la main dessus. Personne n'a la main dessus. On a décidé de manière constitutionnelle de donner tout le pouvoir à un arbitre. Au-dessus de l'arbitre, le médecin. Quand le médecin dit que le combat s'arrête, c'est sans appel. Dans le cadre de cette brave dame, les hôpitaux qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas les hôpitaux de cette dame-là, qui ne sont pas complices avec la dame, qui ne sont pas des hôpitaux où j'ai envoyé, où j'aurais envoyé Amina Youb. Les hôpitaux où sont partis Amina Youb et son manager avec lequel j'ai eu l'entretien. Moi, notre second médecin a eu les résultats de l'hosto. J'ai eu la confirmation de la part de Guillaume Pelletier qui dit effectivement, désolé, le médecin avait raison. Je viens de me séparer d'Amine. C'est compliqué. Il a une fracture du plancher orbital. Est-ce que les gens se rendent compte qu'ils ont insulté une dame qui est stressée, qui ne peut plus venir faire son métier parce qu'elle est sous pression. Elle est sortie du combat. Elle est allée dans les vestiaires. Elle s'est fait
accroché par l'équipe de Kalamoussou Ça, de c'était, manière assez. ça, c'était après le main event. Ça. Après le main event, ils se sont croisés. Ces propos-là, je les tiens du manager de Kala. Hein. C'est pas moi, je n'étais pas là. Qui me dit effectivement, il y a une de tes collègues qui est venue intervenir pour essayer d'aider le médecin. Thomas a haussé le ton. Thomas Louberzan, le coach de Kala, a haussé le ton en disant non, je parle au médecin, je ne parle pas à toi. Moi, je pense que le rôle d'un coach, ce n'est pas là-dessus. Et il faut qu'on s'éduque dessus, il faut qu'on se forme dessus. Le rôle d'un coach, c'est de dire, moi, je viens de t'écouter, je m'occupe de toi. Le combat est fini, il est fini. Si tu connais la réglementation, tu vas comprendre rapidement. Si tu comprends le contexte, les textes de loi, si tu connais ce qui se passe, tu as compris que c'est mort, c'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est de le soigner, de l'aider à le soigner. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? La jeune femme est prise à partie. On lui demande de se justifier sur son arrêt. Aujourd'hui, on voit que, le premier arrêt, qui est celui d'Amin Ayoub, est confirmé par un hôpital qui est un hôpital indépendant d'ARES et indépendant du médecin. Amin Ayoub a une fracture du plancher orbital Et de toute avec façon, incarcération de la chair dessus. Et les gens le verront dans son absence sportive aussi, de toute façon. Et puis, c'est compliqué à cacher puisque il va être absent pendant un certain temps. Il ne peut pas combattre. C'est pas possible. Enfin, il pourrait, hein, il peut faire le fou et combattre dans une semaine, mais ça, c'est assez risqué pour lui. Il ne devrait pas combattre. 2, on voit aujourd'hui sur les vidéos qui nous montrent avec retour que Kalamoussou, de l'instant où le round se termine et où l'arbitre retire Abdoul de Kal, entre se lever et le fauteuil, passe un nombre de secondes, de longues secondes pour qu'il atteigne son siège. Quand il arrive sur son siège, on lui fait le test de poursuite. Il est censé suivre du regard le doigt du médecin. Il ne suit pas le regard. Il a un regard vague. Il n'est pas là du tout. Le médecin va donc stopper, va essayer déjà 2 fois la méthode de suivre le doigt. Il ne suit pas. Le médecin va stopper devant Karl, lui faire des grands gestes comme ça, qui signifient fin du combat. Et ce sont les mêmes gestes qu'elle a fait sur le combat d'Amin Ayoub. Et on voit qu'Amin Ayoub est conscient. Et il va vers le médecin et dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous arrêtez mon combat? Kalamoussou ne bouge pas. Il n'est pas là du tout. De 2 choses. L'une, où il est conscient et il accepte le verdict, donc il est en train de dire, je ne peux rien faire, je suis fatigué. Je ne peux pas continuer. Et donc, tu peux faire tes gestes que tu veux, fais-le, je pense que c'est juste. Ou alors, il ne reconnaît pas les gestes-ci qu'il a vus toute sa carrière, puisque c'est un grand combattant, et que ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit, auquel cas il est out. Dans les 2 cas, le médecin a raison de ne pas le laisser continuer le combat. Jusque-là, ça ne me gêne pas. Le sport, on l'aime aussi parce qu'il y a de la passion. On aime le football aujourd'hui. Le football aujourd'hui est devenu le meilleur sport au monde parce qu'il y a de la passion. Parce que quand Diego Maradona rate son penalty, il y a tout le monde qui s'arrache les cheveux. Ils ont envie de se suicider, quoi. C'est trop fort. Il y a de la passion. Parce que quand le PSG croise un mec de l'OM, ils ont envie d'en arriver aux mains parce qu'il y a de la passion. C'est bien la passion. Ça développe le sport, ça développe le côté. Voilà, c'est bien. Ça ne me gêne pas jusque-là. Ce qui me gêne, c'est quand des experts, des coachs, qui sont... C'est pour ça que c'est important d'avoir de la connaissance dessus. Vont s'en prendre à un médecin. C'est injuste. Il ne devrait même pas parler au médecin. C'est interdit. Il ne devrait même pas parler au médecin. C'est pas normal qu'il s'adresse à un médecin. Et quand le médecin dit « je me suis senti menacé », on se moque d'elle. On dit « mais arrête ton cinéma, on t'a rien fait ».
Tu étais entouré juste de 5 bonhommes qui t'expliquaient que tu n'avais pas arrêté le combat et que le combattant, c'est un guerrier qui a suivi à Ben Askren et comme il a survécu à Ben Askren, alors il peut survivre à tout le monde. Tu n'aurais pas dû, il fallait le laisser encore survivre un peu plus à Abdul. Et elle dit, mais mettez-vous à ma place. Et la pauvre dit, mettez-vous à ma place en mode, comprenez les contraintes que j'ai. Ma place, c'est que j'ai fait un sermon où je dois protéger les gens. Ma place, c'est que on m'a mis là pour protéger les athlètes. Mettez-vous à ma place. Je fais le test 3 fois, il ne répond pas. Mais eux, ils ont interprété mettez-vous à ma place comme étant mettez-vous à ma place, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire, j'avais peur, je suis jeune. Voilà ce qu'ils écoutent, voilà ce qu'ils entendent de la jeune femme. Et c'est injuste. C'est injuste qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un jeune comme Amin Ayoub qui dise à sa population, les gars, merci beaucoup pour le soutien. Ça me touche beaucoup ce que vous faites. Mais je voudrais remercier cette dame-là qui probablement m'a sauvé la vue. Donc, calmez-vous, il n'y a rien, je vais revenir, je fais mon match revanche avec Damien Lapillus, je vais combattre, il n'y a rien. Ça me gêne qu'on retire l'honneur à un guerrier comme Karl Amoussou. Parce que quand Karl Amoussou, on lui donne une porte de sortie pour fuir en mode ouais, mais non, Karl, tu étais encore là, tu n'étais pas mort. C'est ridicule, puisqu'on voit la vidéo, on le voit à la vidéo, n'importe qui, tu n'as jamais fait le sport, tu n'es pas médecin, tu le vois qui n'est pas là. Et je dis juste qu'un guerrier a besoin, tu vois le bail des gens qui vont Valhalla, ils ont besoin de prendre leurs armes et mourir en honneur. Voilà, sur le bouclier. Ouais. Voilà, va pas lui retirer son honneur avec un semblant de protection. On a besoin du coach pour conseiller. On a besoin du coach pour mettre en place un protocole de sortie d'amener au sol. Moi, c'est là où j'avais envie d'entendre le coach Guélé. Moi, où j'ai envie d'entendre le coach Guélé, c'est Karl, ouvre ta garde, pose tes mains par terre, fais semblant d'attaquer la clé de talon. Il va bouger, tu auras une ouverture. Attaque quelque chose, attaque la clé de bras, fais quelque chose juste pour le faire réagir. Mais c'est mécanique. Si le lutteur est sur toi et que tu poses sa main sur l'autre, tu tiens la main et tu le tires vers toi, non, il n'y aura rien de bon. Non. Enfin, c'est bateau. Hein. C'est que s'il y a un enfant qui est sur toi, il faut l'éloigner. Hein. C'est que si tu es posé sur un enfant, le réflexe, c'est qu'il te pousse. Si tu demandes à l'enfant de tirer la tête et de garder la tête, ça veut dire que c'est bon, ils ne peuvent rien faire. Et à chaque fois que Karl lâche la tête pour faire une technique, il est explosif. Quand Karl explose, sa force, c'est quoi? C'est que tu le retiens, il explose, il attaque la clé de talon et tu es en panique. Si tu n'es pas en panique, il va te la mettre, la clé de talon. Si tu paniques, tu le laisses respirer, il peut se relever. Ça, c'est Karl Amoussou. Karl Amoussou, c'est quoi? Il t'attaque la clé de bras. Il échoue, il revient en triangle. Il est très, très fort dessus. Mais on lui a retiré ses armes. La garde fermée, il tient la tête, il attend. On ne sait pas ce qu'il attend. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie, ce qu'il attend. Voilà où on attend les coachs. Attendre les coachs sur le fait d'aller mettre la pression à un médecin n'aide pas notre sport. Et aujourd'hui, ce qui me tue, c'est que personne ne va le dire. Parce qu'il y a quelqu'un, c'est plus facile de blâmer quelqu'un, une seule personne qu'une tête de turc, Fernand Lopez. Ça passe bien quand on le blâme. Karl Amoussou a perdu parce que Fernand Lopez. Amin Ayoub est blessé parce que Fernand Lopez. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Et je dis simplement, ça n'aide pas le développement du sport. Aujourd'hui, on se met à questionner une dame qui est médecin. Médecin, on ne peut pas discuter, il n'y a pas de médecin. Mais on questionne, il y a des hommes qui n'ont jamais fait un cours, on n'est même pas sûr qu'ils ont leur PSC1. Je ne sais même pas s'ils ont fait un cours pour sauver quelqu'un avec un massage cardiaque. Mais ils expliquent que le médecin n'est pas compétent. Voilà où on en est aujourd'hui. Et je te jure, ça me fait baisser les bras, ça m'épuise. Après, Fernand, je pense que
Côté Carla Moussou, à mon avis, je pense que côté public, la frustration elle est surtout du côté combat Amin Ayoub contre Damien Lapillus, plus que sur le main event, parce que sur le main event, c'est vrai que tous les gens qui ont regardé, ça n'aurait pas du tout été rendre service à Carla Moussou que de laisser le combat se poursuivre. Même, tu vois, t'as expliqué le moment entre où il se relève et jusqu'à ce qu'il atteigne son tabouret, mais même le moment pour se relever tout simplement, c'était très long pour Carla Moussou Ah, aussi. Et je donc, vous ai entendu aux commentaires, les commentaires, que ce soit pour le post français ou le post anglais, tous les 5 commentateurs, vous étiez unanimes sur le fait, là, ça va être compliqué. c'est ça, Peut-être c'était très vaut mieux ne pas compliqué. le laisser repartir. Exactement. Euh, je l'ai entendu de la part de certains de ses proches en off. Ce qui me gêne, c'est que publiquement, on ne puisse pas poser ça comme problématique. Et je les comprends, parce que Oui, dorénavant, non, c'est difficile. on ne parle pas, c'est difficile. Dorénavant, tu parles, tu te fais allumer. Ouais. Enfin, les gens ont peur, on ne parle pas. On ne dit pas, oh non, il ne faut pas dire, tu vois. Mais c'est dommage. C'est dommage. Et moi, aujourd'hui, moi, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça m'a usé. J'ai plus envie de parler, mais aujourd'hui, je parle parce que j'ai envie de rendre honneur à cette dame. Parce que quand j'ai 2 médecins sur l'événement d'Arès qui me disent, bon, nous, on ne pourra plus. Nous, on ne va pas le faire. On ne pourra plus le faire parce qu'on est vraiment en danger. C'est trop il y a trop de passion. On prend le temps pour venir vous aider. On prend le temps pour le faire. C'est pas pour qu'on se prenne des insultes et qu'on prenne des coups de pression. C'est très difficile pour nous de prendre des coups de pression. Et je dis simplement, c'est pas juste. C'est pas là où on a besoin de faire. C'est que à ce moment, c'est fini, le match est fini. C'est pas là où on va faire de coaching. Un athlète, s'il est vraiment lésé, il va faire jouer ses droits. Il va trouver un avocat. Il va trouver un moyen. Il va passer. Ça sert à rien d'aller mettre la pression au médecin. Ce qu'il faut faire, c'est juste essayer en justice si vous n'êtes pas d'accord. Et sinon, soigner le gars. Prendre soin de lui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, en backstage, impossible d'avoir quelqu'un pour couvrir Carla Moussou. Et donc, on était obligé de l'envoyer à l'hôpital parce que le médecin qui devait le coudre a pris peur, elle a pris la fuite. Voilà les complications qui arrivent. Et donc, Non, et ce qui est aussi vraiment ce que je pense là dans toute cette situation-là, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup de, que ce soit pour les combattants, pour les coachs, une question de posture qui fait qu'ensuite c'est compliqué pour eux aussi de revenir en arrière, parce que c'est vrai quand on regarde le très beau post, je sais pas si tu l'as vu, de Carla Moussou sur Instagram, lui justement il a vraiment balayé tout le côté polémique et il a salué son adversaire, salué sa performance, salué le fait d'être revenu au top après tout ce qu'il a traversé, et à aucun moment, enfin lui, il a l'air d'être en accord avec la décision du médecin et puis ce qui s'est passé à la fin du combat, tu vois. Donc je pense aussi. je suis absolument d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai fait un post dessus en disant que je saluais sincèrement son retour, sa présence. J'ai salué le guerrier qu'il est et je pense qu'il restera un guerrier pour toujours. Et je sais qu'il sait que je suis sincère quand je le dis. Je me moque de ce que ses coachs et les autres disent. Ils font du cinéma. Je sais que Carl me connaît et qu'il sait ce que je pense de lui, au fond. Je le sais qu'il me connaît, il sait de quoi je parle. Et je sais qu'il sait que je sais la situation concrètement, ce qu'il vit. Je dis simplement que par le fait de l'encourager, il se retrouve à dire des choses qui sont mitigées. Il fait un beau post et place, j'aurais bien voulu faire le 2e round. C'est mitigé. C'est laisser faire du plaisir à ses fans en disant, bon, peut-être vous avez raison, le match a été arrêté prématurément. Non, non, non. Tu regardes la vidéo, tu as envie d'arrêter. Moi, c'est mon frère, je regarde la vidéo, je veux l'arrêter. Et donc, je trouve que les fans aujourd'hui, même pas les fans, les proches aujourd'hui, n'aident pas forcément les combattants.
En général, les proches, quand il y a un truc, déjà, ils ne pensent pas au futur, ils ne pensent pas à ce qui se passe, ils s'enflamment dans la foulée. Tu vois, tu as dû voir qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous étiez attentif, à un moment donné, je suis allé vers la foule sur le carré argent où il y avait un certain nombre de jeunes qui posaient des invectives et parmi lesquels il y avait Sami Kadir, le jeune qui n'a pas pu combattre. Contre Salomon. Voilà. Donc, Sami Kadir, malgré que je sache de manière très claire que ça fait très longtemps qu'on travaille avec, mais qu'il balance des informations à des soi-disant médias, histoire de nourrir la flamme et tout ce qu'il y a, j'ai continué à travailler avec lui sans aucun problème, parce que je pense qu'il faut avoir la liberté de pouvoir dire ce que tu veux, c'est pas un problème. Mais quand je communique avec des personnes, il y a quand même un devoir de confidentialité, parce que sur tous les contrats au monde, moi, quand je signe un contrat, là, par exemple, j'ai 2 athlètes qui ont signé à l'UFC, je peux pas le dire. Je peux pas en parler de ces conversations. C'est confidentiel. Je ne pourrais le dire qu'à la fin. Donc, aujourd'hui, malgré que je sache que Sami Kadir ne fait pas de la confidentialité et qui fait des captures d'écran et qui prend des messages de moi et qui donne, j'ai continué à l'aider à combattre Suarez. Samir Kadi et son coach ont souhaité combattre sur le Cage Warrior. Ils ont insisté de combattre. Non, je dis n'importe quoi. Ils ont insisté de combattre sur Ares, alors qu'ils étaient encore sous contrat avec le Cage Warrior. Je leur ai expliqué, moi, je veux votre bien. Moi, je veux ton bien, Samir. Si tu penses que le Cage Warrior, si tu penses que le Cage Warrior, c'est mieux pour toi, va faire ton combat, tu reviendras, tu arrêtes quand tu peux. N'allons pas en frontal avec le Cage Warrior parce qu'il y a cette extension qui fait que, comme tu as gagné ton combat, ils font valoir leur droit de te faire recombattre une fois. Et ils ont insisté en disant non, on va se débrouiller, on va s'arranger. Je les ai mis en contact avec Yann, le matchmaker du Cage Warrior. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils m'ont dit que c'était bon et qu'ils pouvaient finalement combattre Suarez. J'ai validé sans aller demander au Cage Warrior si c'était bon. 2 jours avant l'événement, le Cage Warrior dit non, ce n'est pas bon. Est-ce que vous annulez le combat? Non, je me suis mis en frontal avec le Cage Warrior pour ne pas annuler le combat. Ils sont au courant. J'ai donné les informations à Salomon, j'ai donné les informations à l'équipe de Samir Kadir. Le Cage Warrior a mis une menace avec mise en demeure. On n'a pas répondu. Dans la foulée, j'ai eu un coup de fil de Hunter Campbell. Le coup de fil de Hunter Campbell, est-ce que je peux voir combien de temps il a duré? Hunter Campbell, c'est le chef des matchmakers à l'UFC et c'est le responsable de tout le côté juridique de l'UFC. Donc, Hunter Campbell m'appelle pour me dire j'ai vu une demande de plainte contre toi par le Cage Warrior. Je ne peux pas laisser que ça arrive. Vous en arrivez là. Je viens t'appeler directement. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Je lui explique. Il me dit, je te pose une question simple et binaire. Est-ce que le contrat mentionne à un moment donné que Samir Kadir doit combattre sur le Cage Warrior? Je dis oui. Il me dit donc ils ont raison. Je dis attention, il y a eu un verbal agreement. Il y a eu un accord verbal entre Yann, le matchmaker, et le camp Samir Kadi. Le camp Samir Kadi. Il me dit ok, ça ce sont des paroles. En écrit, vous avez quoi? Je dis on a ce que tu dis. Il me dit Fernand, il faut qu'on fasse, il faut que tu comment on dit? Bah t'abandonnes, ouais, pour le coup. Back down. Ouais, reculer. Concrètement, voilà le mot qu'il m'a dit, il faut que tu recules. You need to back down on this one.
Je dis, il exagère quand même. Laisse-moi gérer avec lui. Ça ne te concerne pas. Il dit, ça me concerne à partir du moment où je suis le diffuseur UFC Fight Pass. Si jamais Sami Khadi combat sur l'événement Ares qui est diffusé par nous, et pourtant on le savait, je suis sous le coup de la loi et je fais partie de la plainte qui va être portée contre toi. Je te dis, Fernand, s'il te plaît, back down. À partir de ce moment, je dis OK, j'ai plus le choix. J'appelle les gars en question, je leur explique. Salamone, j'explique. Sami Khadi, j'explique. Je vais avoir la volonté des deux camps de vouloir combattre et d'insister à combattre. Yanis, le coach de Sami Khadi, puis Sami en lui-même, vont me demander de manière très claire de faire tout ce qui est en œuvre pour les faire combattre, y compris payer une amende. Je dis que je vais payer une amende s'il y a une amende. Ils disent qu'ils vont le faire. Je contacte Grambol, je discute avec lui, j'envoie des messages, je discute, j'essaie de convaincre. Je lui dis sincèrement, ce n'était pas une volonté de ne pas vous écouter. Quel est le montant de l'amende pour que ce combat puisse avoir lieu? Finalement, il va dire non, je ne suis pas d'accord. Ils ne vont pas combattre. Par principe, ils ne vont pas combattre. OK. Pas le choix. Voici le résultat. Salamone et Sami Khadi devaient combattre. Donc, j'avais promis 11 combats à UFC Fight Pass. J'ai moins un combat. J'avais promis 5 combats à l'équipe. J'ai moins un combat. Donc, au lieu de 5 combats, je propose 4 combats, plus les publicités de l'équipe. On arrive à 3 combats et demi, un truc comme ça. Ce sont des pénalités que je prends à chaque fois, que notre organisation prend. C'est pas bon pour nous. On n'a aucun intérêt. Sami Khadi ne combat pas. Il ne me donne donc pas une performance. Comment il s'appelle? Salomon ne combat pas. Il ne me donne pas une performance. Je lui propose un certain nombre de combats qui ne lui vont pas. C'est trop risqué pour lui. Il ne combat pas. Parmi lesquels un combat qui fait polémique. Il envoie, encore une fois de plus, il envoie un bout de message aux médias pour se moquer un peu de nous sur ce que j'aurais proposé comme piège. Je lui ai envoyé environ 6 ou 8 noms, je ne sais plus. Et il y avait dans ces noms-là Baki. Baki, bon, je suppose que comme il est de chez moi, c'est pour ça qu'ils ont choisi cet angle d'attaque. Pour vous présenter la situation. Anthony Salamone est à 7 combats, Baki à 3 combats. Donc, normalement, ce n'est pas un piège. Sami Khadi fait 84 kilos. Baki fait 77 kilos. Une catégorie en dessous. Donc, ce n'est définitivement pas un piège. Sami Khadi est entraîné pendant longtemps pour se préparer. Il a eu 3 mois pour se préparer. Baki a 2 jours pour se préparer. Pour combattre dans une catégorie au-dessus de lui. Avec un mec qui a 3 combats de plus que lui. Est-ce qu'on peut dire sans risque de se tromper que si je donne ce combat, ce n'est pas un piège? Bon, Salamone va quand même trouver que c'est malhonnête de ma part parce que je veux insister pour faire combattre un gars. Et donc, tu te poses la question, attends, si c'est un piège pour toi d'affronter un mec qui a 3 combats de moins que toi, qui est dans une catégorie en dessous de toi, qui est moins âgé que toi, qui est moins préparé que toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux battre qui? Tu veux faire quoi? Bon, le combat n'a pas pu se faire du côté de Salamone. Sami Khadi, lui, ne pouvait pas combattre. Salamone pouvait se combattre. Malgré que Salamone refuse de combattre, malgré que Sami Khadi n'ait pas combattu
par le fait qu'il soit déjà sous contrat avec le Cage Warrior, donc ce n'est pas la faute d'Ares, je décide de faire qu'ils aient leur paye de combat. Ils vont être payés chacun le show money de combat. Et malgré ça, ces personnes trouvent que c'est intéressant d'envoyer des amis et faire que je me fasse invectiver. Waouh! C'est un sketch. C'est pour ça que je te dis, je pense encore que la plupart des choses qui arrivent à ces jeunes, c'est le manque de connaissances. S'ils sont au courant, on peut aider. Je pense vraiment qu'il est temps que les leaders, les personnes qui peuvent avoir des conseils à donner, qui qu'ils soient, et qui ont vraiment des compétences dessus, donnent des conseils à jeunes et disent, mais vous n'avez aucun intérêt. Vous pensez qu'il y aura combien d'organisations? Vous pensez qu'il y a quoi en fait? Vous pensez que vous aurez combien d'opportunités pour combattre? C'est bien beau. Il y a des gens qui te poussent à t'exciter, à dire des choses et à t'enflammer. Mais quand tu connais la vérité, quand tu la sais, quand tu sais qu'est-ce qui s'est passé et quand tu sais que j'ai tout fait pour donner le combat, est-ce que tu peux au moins avoir l'honnêteté de dire à ton public, bon, déjà, vous n'avez rien à réclamer. Sur les tickets, il est marqué que toutes les fat cards d'Ares sont assujetties et peuvent être changées. Les fat cards peuvent changer. Les combattants peuvent être remplacés. Comme sur toutes les fat cards. À l'UFC, quand tu vas regarder les petits astérisques qui t'expliquent quand tu achètes le ticket, on te dit que ce ticket ne te sera pas remboursé parce que les remplacements n'autorisent aucun remboursement. Et je tiens à ajouter là-dessus, là aussi je pense que c'est un petit peu de la malhonnêteté de la part de ceux qui disent, enfin, donc c'est par rapport au combat Renan Barrow, William Gomis et le combat Samir Khadi, Salomon. En toute honnêteté, en toute transparence, je pense pas que c'est le combat qui a vendu le plus de billets et qui a généré les plus grosses audiences. Je pense que c'était une nouvelle fois pour chercher la petite bête, parce que vous le voyez bien, même à l'UFC, par exemple, quand il y a, je sais pas, quand il y avait Khabib Tony Ferguson et qu'on perd le main event, là, les gens peuvent évidemment dire, ouais, c'est un scandale, machin, parce que vous perdez le main event, c'est le poster, c'est tout. Là, on était sur des combats qui étaient sur les prélims, et Renan Barao, je me souviens aussi que quand il y avait eu l'officialisation, il y en a beaucoup qui étaient en mode, bah le gars est rincé, il a rien à faire contre William Gomis. Donc à un moment donné, c'est ça qui moi me fait rire aussi, c'est que qu'est-ce que les gens veulent véritablement? Parce qu'il y a aussi un truc qui s'est passé pendant RS où nous on était assez surpris, c'est il y a un moment, t'as été un petit peu hué, sauf qu'en attendant t'étais hué, mais tout le monde avait acheté ses billets pour venir à RS Fighting. Donc tu vois, enfin... C'est un petit, je me rappelle peu pas bizarre. Est-ce que tu peux me rappeler à quel moment j'ai été Je sais, c'est au moment où je crois que c'est William Gomis. Enfin, il y a un des combattants qui t'avait remercié pour le coaching, pour le game plan, et là il y a des gens qui ont hué quand il y a eu ton nom. Mais sauf que les gens sont présents dans le public, sont présents aux shows, sont présents dans l'organisation. Donc moi je pense qu'aujourd'hui en fait ce qui se passe, le vrai problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de postures et les gens oublient complètement la raison derrière tout ça. Enfin, je veux dire, Renan Barrow, c'était bien, c'était du bonus, mais c'était pas le main event. Et les gens étaient surtout hypés, surtout contents de voir William Gomis avoir un test plus que soit Renan Barrow ou un tel ou un tel. Et Samir Khadi contre Anthony Salomon, c'était un combat qui était attendu, mais c'était pas c'était pas le combat de la soirée. Je veux dire, si on avait perdu Amin Ayoub, Damien Lapillus, là c'était grave. Mais quand bien mon père de Kalamoussou ou Abdul, où est-ce que ça se fait de parler de remboursement? Où? Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ferguson, est-ce que Ferguson, quand on a perdu Ferguson, il y a eu des remboursements à l'UFC? Il n'y a pas de remboursement, mais... Quand on a perdu une manœuvre sur le Bellator, il y a eu des remboursements? Il y a pas... Non, mais il y a pas... Tu vois ce que je veux dire? En gros, il n'y a pas de remboursement, mais c'est un argument que je peux entendre. Là, pour moi, je peux vraiment pas l'entendre, dans le sens où... Enfin, allez, sur les 3500 places du Dôme, il y a peut-être max 50 personnes qui ont acheté leur billet exclusivement pour ce combat-là, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Et donc voilà, c'est important que toutes ces personnes-là
comprennent que quand je parle de Salomon, Anthony Salomon, Sami Kadi, moi, je suis dans la réunification. Je ne le dis pas dans l'idée de fustiger les gens ou de pointer les gens du doigt. Je le dis vraiment pour dire qu'on a une responsabilité chacun d'entre nous. Sami Kadi, Salomon sont des personnes, ou même Alioune, sont des personnes qui ont déjà une visibilité, sont des personnes qui sont entendues, sont des personnes qui savent déjà ce qui se passe dans le monde réel du combat. Je ne peux pas avoir Nino, Yannick Sherfa, qui insiste en me disant, s'il te plaît Fernand, jusqu'à la dernière minute, donne tout ce que tu peux pour avoir ce combat, s'il te plaît. Ne l'annule pas, n'accepte pas l'annulation, donne tout pour l'annuler. Et en même temps, avoir en parallèle ces Agim qui me disent, oui, mais pourquoi il y a annulation, tu ne nous en parles pas, dis-nous qu'il y a annulation, pourquoi c'est annulé? Déjà, un, je n'ai rien à vous dire, je ne vous dois rien, je dis ce que je veux. De deux, on parle, enfin, il y a certaines règles qu'on fait quand on est en train de travailler sur un combat. On ne peut pas être en train de travailler sur un combat et déclarer qu'il a annulé. Donc, je pense que quand il y a des gens qui ne savent pas des choses, il est important, par exemple, là concrètement, de manière très claire, tout le monde le sait, le coin de Amin Ayoub le sait, Amin Ayoub le sait, tout le monde le sait. Nous, le médecin, on a un document qui le prouve. Le médecin de chez nous, on sait qu'Amin Ayoub est blessé. Amin Ayoub sait que sa parole vaut de l'or. Il a juste à dire, les gars, désolé, je sors de l'hosto. Effectivement, je suis blessé. Mais c'est rien, on va remettre ça une autre fois. Mais par fierté, pour donner un peu d'honneur à ces gars, il y a même un membre de sa famille, dont je tairai l'identité ici, qui a dit, oui, mais je pense que je vais porter plainte. Comment ils savent que Amin il est blessé? Pourquoi ils en parlent? Parce que je vais porter plainte à l'hôpital, ça veut dire que le secret professionnel n'a pas été respecté. Il y a un manque de transparence dans tout ce qu'on fait. Un manque de bonhomme de dire, moi, c'est vrai, j'ai été blessé, c'est rien. C'est un accident. Et vraiment, ce n'est pas loin de moi l'envie, je sais pas, loin de moi l'envie de vouloir fustiger ou quoi que ce soit. Je veux vraiment du fond de ma pensée, du fond de mon cœur, développer. Loin de moi l'idée d'enfoncer. Quand je parle du coin, par exemple, j'ai eu un échange tendu sur les réseaux avec Thomas Leberzan, où il dit, bah, tu veux qu'on en parle publiquement et tout, des compétences et tout ça. J'ai dit, non, c'est pas ça mon but. Mon but n'est pas de t'afficher tes compétences. Quand je te demande, c'est quoi tes compétences à toi? Combien de matchs de MMA tu as déjà coaché? C'est pour mettre en opposition ce que tu fais à la dame qui est médecin. Elle est médecin d'une organisation qui est la plus grande organisation en France. À plate couture, la plus grande organisation, on donne tout pour avoir ce qu'il y a de meilleur à chaque fois. Cette dame-là, parce que ton gars n'a pas pu continuer au deuxième round, tu dis sur les réseaux, est-ce qu'elle est vraiment compétente? Je me pose la question sur ton expérience. J'ai envie de dire, est-ce que tu veux vraiment qu'on se pose des questions sur les expériences? Est-ce que ça t'arrangerait que la Fédération française de boxe vienne checker ton expérience et qu'on puisse évaluer en fonction des niveaux combien de personnes tu as coaché en amateur, combien tu as coaché en pro pour pouvoir coacher un combat qui est le main event de la meilleure organisation des MMA en France. Si on te tolère et qu'on permet que tu coaches et que tu aies le niveau de coacher, tolère des personnes qui constatent que cette femme, elle est médecin, elle a pignon sur eux, qu'elle puisse donner un diagnostic d'ailleurs qui va s'avérer vrai dans les deux cas. De l'un côté, du côté de Karl Amousso avec la vidéo, de l'autre côté, Amin Ayoub avec la blessure. Et à aucun moment,
on n'a aucune de ces personnes qui dit on regrette, on s'excuse, mais à culpa, madame. C'est important, ça. Complètement. Complètement. Mais bon, on va quand même aller sur des notes un petit peu plus positives pour la suite. Déjà là, t'as entrouvert la porte à une revanche entre Amine Ayoub et Damien Lapillus. Oui, non, est-ce qu'une possible ceinture pourrait être en jeu? Je n'ai pas encore décidé. On va faire une réunion pour se décider sur ce qu'on fait des comportements qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on fait. Il y a quelque chose qui est intolérant chez moi et chez nous, sur la façon de diriger la boîte, c'est de ne pas protéger les personnes qui travaillent avec nous quand elles ont raison. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des personnes qui blessent et salissent des personnes avec lesquelles on travaille. Perdre 2 médecins veut dire que là, à partir de demain, je dois rechercher un médecin qui veut bien venir faire des longues soirées et se mettre en danger à décider si le combat s'arrête ou ne s'arrête pas. C'est pas possible. On peut pas continuer à avoir des personnes qu'on a sur les événements avec lesquelles tu signes un contrat et qui vont donner le contrat à quelqu'un. Dans le cas de Samir Kadi, qui a donné un bout de son contrat à un média alors que c'est confidentiel. On peut pas. Enfin, au bout d'un moment, on va arrêter tout ça. Donc du coup, je sais que c'est un combat qui aurait pu être une bonne chose. J'ai évoqué le combat entre Michael Lebou et Kala Moussou parce que je pense que Michael Lebou est un peu en dessous d'Abdoul. Je pense que Michael Lebou a souvent souhaité combattre Kala Moussou et Kala Moussou a souvent souhaité combattre Michael Lebou. C'est très tôt parce que ça ne se voit pas, mais je porte vraiment de la sympathie pour Kala Moussou et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je sais sincèrement qu'il le sait, que je veux qu'il se rétablisse et qu'il soit bien. J'espère qu'il me reviendra en santé et j'espère qu'on pourra faire un match entre Kala Moussou et Michael Lebou. C'est déjà pas mal. Je tiens à saluer le comportement de Amine Ayoub. Il était exemplaire toute la Fight Week. Il était exemplaire sur la vente des tickets. Il était exemplaire sur ses devoirs. Il s'est d'ailleurs présenté à un face-à-face qui aurait dû avoir lieu qui était un devoir. Ça, c'est aussi des choses que les gars ne comprennent pas. C'est que se faire un tête-à-tête médiatique, un face-à-face, est stipulé dans leur contrat comme étant un devoir. Quand il y a 3 jours, 4 jours, l'UFC arrive en France et demande à Cyril de faire une tournée de médias. 2 jours où on a fait quasiment une vingtaine de médias, il n'a pas le choix. C'est un devoir qui est dans son contrat. Il doit promouvoir l'événement du 3 septembre. Dans le cadre de ces devoirs, Amine Ayoub s'est présenté et Damien ne s'est pas présenté. Ce n'est pas juste. Damien a dit qu'il ne le sentait pas, il n'était pas dans l'énergie d'aller discuter avec Amine Ayoub parce que ça avait dépassé le niveau du sport, il était fâché, il n'était pas content, nana. Moi, une promotion, ce n'est pas comme ça qu'on veut éduquer les gens. On veut qu'ils comprennent les droits et les devoirs. Ils ont des droits, mais ils ont des devoirs. C'est professionnel. Et donc, du coup, malgré le fait que je trouve que le comportement d'Amine post-blessure n'est pas correct dans le sens où il ne donne pas la vérité à ses fans. Je salue énormément son fair play. Je salue énormément sa sympathie auprès de tout notre service. Je salue beaucoup sa bonne humeur durant toute la Fight Week. C'était exemplaire, complètement exemplaire. Il est touchant. Et donc, je salue le combat, la performance, c'était là. Il a fait un combat incroyable. Il a une pression de folie sur Damien Lapillus. Et donc, je lui souhaite une
très belle guérison rapidement. J'espère qu'il va guérir rapidement. Et ensuite, en fonction des discussions avec son management, on verra bien quelle décision on prendra. Et ben voilà. Fernand, je pense que pour cette semaine, ça va être tourné déjà 1 heure de King Energy mise au point. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu souhaitais couvrir ou c'est tout pour cette semaine? Non, c'est bien, c'est très bien déjà pour cette semaine. Il y a eu, c'était assez. S'il y a des questions, je veux bien. Je ne veux pas. Ah non, bah Je veux justement, pas. c'était un podcast, enfin, par rapport à d'habitude, là, on a répondu aux questions que tout le monde se posait, là, je pense, depuis une semaine. Ok. Bah voilà. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup aimé la semaine, la FAD 8, tout ce qui s'est passé, c'est magnifique. Et puis, ma foi, ça fait partie des éléments de ce qu'on va vivre. On va le vivre encore très longtemps. Enfin, on ne bouge pas d'ici, hein. On est là pour très, très longtemps. Donc, on va le vivre encore longtemps. Des moments où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup d'encouragement. Parce que là, je parle de ce qui n'a pas marché, qui est gênant pour le médecin. Mais à côté de ça, mon téléphone, je suis débordé. Je peux pas. Des encouragements, des remerciements, il y en a enfin, c'est incroyable, quoi. On dirait qu'on est en train de faire quelque chose de bien. On a des appels de beaucoup de sponsors, des appels de beaucoup de télévisions. On a des choses qui se décantent à mort. Et donc, je suis content. J'apprécie beaucoup ça. J'apprécie l'énergie que la majorité silencieuse envoie. Et ben voilà, formidable, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, je l'espère, qui sera bien plus joyeux. Merci le King, et à très vite.